Hello à tous et bienvenue dans Silence ça souhaite, le premier podcast à écouter pendant ta séance de sport. Nous, c'est Eva et Thomas, on est frères et sœurs et les fondateurs de Bibi, ta nouvelle marque de sport préférée. Tu veux booster tes résultats, rééquilibrer ton alimentation ou tu souhaites tout simplement que ta séance passe plus vite? Sur ce podcast, nous recevrons des coachs, des passionnés de sport ou même des sportifs du dimanche qui te partageront leurs meilleurs conseils ainsi que leur parcours. Silence! Chut, ça souhaite. Dans ce nouvel épisode, on reçoit Laura, hypnothérapeute. Nous allons plonger cette semaine dans le monde fascinant de l'hypnose. À quoi ça sert? Est-ce que c'est sans danger? Quels mots peut-elle guérir? Quelle passerelle avec le sport? Bref, vous saurez tout sur cette pratique. Ne ratez pas l'épisode de la semaine prochaine où Laura nous fera une séance d'une dizaine de minutes en live dans ce podcast. Mais en attendant, pensez à vous abonner et nous laisser une note, ça nous aide énormément. Tout savoir sur l'hypnose, c'est maintenant. Bonne écoute. Salut Laura! Salut, Laura, on est trop content de te recevoir pour ce nouvel épisode de Silence ça souhaite. je suis ravie aussi. Alors Laura, aujourd'hui on va parler d'un sujet à la fois aussi passionnant que obscur, on va parler d'hypnose. Et pourquoi tu vas nous parler d'hypnose? Puisque tu es hypnothérapeute. Tout à fait. Et bah écoute, est-ce que tu peux te présenter auprès de nos auditeurs et nous présenter un petit peu ce qu'est l'hypnose? Oui. Moi, je suis Laura Martillou. J'ai bientôt 32 ans et je pratique l'hypnose depuis plusieurs années maintenant. Même si à la base, je suis pas du tout issue de ce monde-là. J'ai été un peu séduite par ce monde, cet univers, après avoir monté un projet avec deux copains. Un projet un peu énorme où on voulait ouvrir une sorte de gros labo de la pensée, un laboratoire de la pensée, quoi. Donc un truc un peu costaud et on s'est rendu compte que bon, c'était beaucoup trop ambitieux et qu'on n'avait pas assez de compétences en psycho pour pouvoir monter tout ça. Donc on s'est dit on allait faire une petite pause et qu'on allait tous un peu se réorienter sur des sujets un peu dans ces domaines-là. Et j'ai complètement été attirée par l'hypnose, même si je pense à terme qu'on lancera ce projet. Sur trois, on est deux à être devenus hypnothérapeutes et la troisième est en train de se réorienter vers la psychoparentalité, donc rien à voir. Mais voilà, donc effectivement, changement radical de vie, vraiment. Euh, Parce qu'à la base, je viens d'une école de commerce, donc rien à voir. Qu'est-ce que tu faisais du coup? J'ai fait une petite école dans Paris. Voilà, vraiment, mais j'ai toujours été un peu attirée par le monde de l'esprit, de l'inconscient, tous ces trucs un peu, comme tu dis, obscurs, on va dire. Et j'ai intégré une école qui s'appelle l'Arche, je ne sais pas si certains connaissent, dans laquelle à la fois j'ai pu assimiler, acquérir des techniques hypnotiques et tout, et me former à la psychopathologie et aux neurosciences. Donc vraiment un truc assez complet. Déjà, dans ta pratique personnelle, comment tu as découvert l'hypnose? Alors j'ai découvert l'hypnose en allant voir un hypnothérapeute, parce que comme je vous disais que je suis assez quand même curieuse de tous ces sujets. Je suis allée voir quelqu'un qui pratiquait de l'EMDR, qui est un peu une technique hypnotique aussi. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que c'est. Retravailler un trauma et par les yeux essayer de resituer un peu le trauma ou de recadrer un peu comme il faut. C'est vraiment, en gros, j'ai toujours été un peu attirée par tous ces trucs, au-delà d'une thérapie un peu classique. L'hypnose me fascine un peu dans ses techniques, dans sa manière d'appréhender un peu les problèmes, de se connecter à un truc un peu inconscient, à un truc un peu plus sensationnel, etc. Et je suis allée voir un hypno qui m'a pas mal parlé, enfin, qui m'a évoqué plein de trucs. Et en montant ce projet-là avec mes deux copains là, le premier est parti à l'Arche, justement, dans cette école, et m'a dit écoute, Lolo, faut vraiment que tu viennes parce que ça a l'air, enfin, c'est top et ça te plairait bien, quoi. Et effectivement, je me sens vraiment à ma place, même si j'ai énormément de choses à apprendre, à accomplir au quotidien, etc. C'est vraiment passionnant. C'est top, t'as trouvé visiblement une vraie vocation. Mais du coup, si on rentre un petit peu plus dans le détail, l'hypnose, qu'est-ce que c'est? Pour moi, l'hypnose et un hypnothérapeute en soi, c'est quelqu'un qui va permettre à une personne de se connecter à son imaginaire, en fait. Si on est vraiment, pour moi, tout est dit en disant ça, en fait, parce que on sait que le cerveau ne fait pas trop la différence entre l'imaginaire et le réel, ça on le sait. Et d'ailleurs, on ne sait pas vraiment ce que c'est que le réel, puisque tout le monde vit un peu sa vie avec ses perceptions, ses conditionnements, etc. Et du coup, le fait de travailler sur son imaginaire, ça peut vraiment créer un véritable changement en soi.
Et en fait, en général, pour juste travailler sur son imaginaire, on peut juste se poser une question toute simple, c'est qu'est-ce que je ressens vraiment? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je me dis ça? Et en général, les gens, quand ils répondent à cette question, ils vont répondre plutôt hein, je me sens bien ou je me sens pas bien, je me sens stressée, etc. Mais ils ont du mal à étudier vraiment l'émotion, à savoir où est-ce qu'elle se situe, à quoi elle ressemble, qu'est-ce qu'elle raconte par exemple. Et pourtant, quand on arrive à mettre des mots sur une émotion, quand on s'aperçoit qu'une émotion, elle vit, elle est en nous, etc., on se rend compte qu'elle a une taille, qu'elle a un poids, qu'elle a une couleur, qu'elle a un emplacement. Et je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas si vous voyez quand, par exemple, vous vivez quelque chose de fort, d'intense, vous avez quelque chose au niveau du plexus solaire, au niveau des bras, c'est cotonneux, il y a quelque chose qui parle quoi, à l'intérieur du corps. Et ce qui est dingue, c'est qu'en jouant sur ces paramètres-là, le poids, la couleur, tous ces trucs-là, et ben, en jouant sur tout ça, en transformant la couleur, en transformant la température, etc., on transmet un nouveau message à notre inconscient en fin de compte. Parce qu'on se rend compte que l'inconscient, il ne parle pas avec des mots. Son langage à lui, l'inconscient, c'est le langage émotionnel, en fait, en quelque sorte. Et pour fabriquer de l'émotionnel, il a besoin de sensations, il a besoin de sensationnel. Donc il a besoin de voir des images, d'entendre des sons, de sentir des sensations nouvelles, etc. Et en fonction de tout ce nouveau mélange sensoriel, et ben, il crée une nouvelle expérience, en fait, en quelque sorte. Et c'est ça qui est super intéressant. Et depuis toujours, en fait, l'inconscient, depuis qu'on est tout petit, il va intégrer en nous des codes qui vont nous permettre de savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, etc. Et petit à petit, bah, certains codes deviennent un peu obsolètes. Vous voyez un peu, genre, ils ont besoin d'être un peu mis à jour, en fait, en quelque sorte. Et l'hypnothérapeute intervient à ce moment-là. C'est-à-dire que quand on vient me voir en séance, c'est comme si finalement certains codes de l'inconscient, c'est un peu comme un ordinateur, on a besoin de faire des mises à jour de temps en temps. Certaines peuvent se faire un peu de manière automatique et d'autres ont besoin d'un petit coup de main, d'un truc un peu plus et voilà, et c'est là où l'hypnose intervient pour essayer de corriger ces fonctionnements inconscients qui ne sont pas ou plus trop adaptés à la personne, quoi, en quelque sorte. On peut rester sur des conditionnements qui sont un peu à l'ancienne, des conditionnements d'enfants, des conditionnements qui sont bloqués par des émotions. Et voilà, tout ça, c'est qu'un travail sur l'imagination, en fait. C'est assez top. Comme dit Thomas, c'est passionnant. Et moi, j'ai l'impression que tu es déjà en train de m'hypnotiser, là, avec ta voix. Je suis genre en train de boire tes paroles. Je suis partie. On vous a pas dit, mais on est en pleine séance, nous. Alors du coup, Laura, en se renseignant un petit peu sur l'hypnose, on a pu se rendre compte qu'il existait plusieurs types de pratiques, en tout cas plusieurs hypnoses. Laquelle tu as choisi de pratiquer au cabinet? Alors moi, celle que je pratique, c'est l'hypnose ericksonienne. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Je crois d'ailleurs que Milton Erickson, il est considéré aujourd'hui encore comme un des plus grands hypnothérapeutes et thérapeutes en soi du siècle dernier. Et je vous invite d'ailleurs à aller voir un peu sa vie. Elle est vraiment passionnante. Enfin, vraiment, il est assez hallucinant, ce monsieur-là. Et lui, il a une particularité, c'est que au-delà d'utiliser juste une méthode qui va lui confectionner un peu, il va justement prendre plein de techniques hypnotiques pour s'adapter au mieux au monde de l'autre, vraiment. Parce que lui, il va partir du principe que tout est utile à partir du moment où on suit une philosophie un peu précise qui lui est propre. C'est déjà, il part toujours du sujet. C'est pas le praticien et ses théories qui vont faire un peu la séance, c'est vraiment le sujet est au centre. Il est au centre de l'expérience et tout est construit à partir de lui. Le rôle du praticien, c'est juste de favoriser l'accès à ces solutions, en fait, en quelque sorte. Et le travail, il se fait vraiment à deux. C'est une vraie co-construction dans la séance. L'opérateur et le sujet, ils avancent vraiment tous les deux. Et le sujet, tout au long de la séance, il va rester actif, consciemment ou inconsciemment, mais vraiment tout se fait ensemble, quoi. Vraiment. Et ce qui est super chouette aussi avec Erickson, c'est que de temps en temps, on sait qu'il y a certaines personnes qui peuvent être résistantes, soit à l'hypnose, soit au changement en général. Et lui, il va prendre ça comme une force. Il va prendre ça comme le fait de savoir que cette résistance, elle peut avoir une fonction. Et du coup, il va construire en fonction de ça. Il ne va pas aller contre la résistance, il va construire avec. C'est vrai que ça, c'est assez chouette. Et autre chose que je trouve cool aussi, c'est le fait de dire qu'il ne va pas forcément essayer de trop entrer dans l'histoire de l'autre. Il ne va pas essayer de connaître trop, de comprendre un peu tous les détails de l'histoire. Il va plus être dans un processus de passage à l'action, en travaillant justement sur l'imaginaire, sur les sensations, sur les perceptions que l'autre en a, plutôt que de voir
voilà, d'essayer de tout comprendre et tout analyser. Je trouve ça assez chouette de justement casser un peu le mental habituel de l'autre, hacker un petit peu les schémas de pensée habituels pour se dire, bah, qu'est-ce que tu ressens vraiment et comment à l'intérieur ça peut bouger sans même que tu t'en rendes compte en fait. Il y a du coup une vraie différence majeure avec une séance de psy. En hypnose, en séance d'hypnose, on a quand même une première phase dans la séance qui est intéressante, qui est ce qu'on appelle une détermination d'objectif, où pendant un certain temps, on va quand même prendre le temps d'identifier dans quel état présent est la personne, pour identifier ensuite quel est l'état dit désiré, l'état final idéal, quoi, entre guillemets. Et après, on va voir un petit peu ensemble par quel chemin on va passer, par quelle étape on va passer ensemble pour arriver à cet état idéal désiré, quoi. Et du coup, on a quand même cette phase-là d'échange, d'analyse, mais qui est quand même moins poussée effectivement qu'en thérapie. Parce qu'après, on va avoir des choses qui vont être beaucoup plus inductives, une mise en transe, un protocole, etc. Mais il y a quand même cette mini-phase de thérapie. Et tu as abordé un deuxième sujet qui, je pense, est un sujet central par rapport à l'hypnose, ou en tout cas du questionnement de la majeure partie des gens sur l'hypnose, c'est la partie de la résistance, de la transe, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est quoi la transe? En fait, chacun a un peu sa transe à soi, en fait, entre guillemets. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que nous, au quotidien, on est très souvent en transe. J'aime pas trop dire transe parce que pour moi, c'est assez connoté. On peut y voir plein de choses un peu obscures derrière ça, etc. Je dirais plus que quotidiennement, on change son état de conscience avec des exemples tout bêtes, comme quand, par exemple, on est dans la lune, par exemple, quand on est complètement absorbé par quelque chose, ou quand on contemple quelque chose, on change d'état en permanence. Je sais pas, et ça peut être géré justement par notre imaginaire, ce qu'on vient de dire là tout de suite. Ça peut être géré par notre état émotionnel, par nos questionnements internes, rien que par notre environnement. Le fait d'être dans un environnement différent, ça nous conditionne différemment. Nos croyances aussi, nos expériences passées, tout fait que quotidiennement et un peu tout le temps, on se balade d'un état à l'autre, en fait, d'un état de conscience à l'autre, en fait, en quelque sorte. Et quand on dit effectivement que certaines personnes ne sont pas réceptives ou pas hypnotisables, etc., et donc ne peuvent pas entrer en transe, bah, j'estime qu'il n'y a pas de résistance à l'hypnose. Il y a uniquement des techniques qui ne sont pas très adaptées à certaines personnes, en fait. C'est comme si finalement on disait qu'il existe une résistance au ciné ou à la littérature. Ça n'a aucun sens. On va plus être sensible à un certain type de sujet, à un certain type de film qui vont nous plaire, qui vont nous toucher, etc. Mais tout le monde est réceptif et hypnotisable. Voilà. Et ce que je trouve assez dingue en plus dans le fait de pouvoir créer en séance un état hypnotique un peu sur commande, c'est de voir à quel point c'est un moyen énorme de mettre la personne en relation avec ses fonctionnements, ses connaissances, des compréhensions qui ne sont pas vraiment accessibles dans ces états dits plus ordinaires en quelque sorte. Et ces états hypnotiques un peu sur commande, ça permet de créer plein de changements, ça nous rend plus disponibles, etc. Et ça nous connecte à autre chose à l'intérieur et c'est super chouette. C'est passionnant Mm. et on serait en mesure aujourd'hui de, alors c'est pas rassurer le terme, mais de dire à quelqu'un qui a potentiellement un petit peu de difficulté à lâcher prise, cette typologie de personne peut faire de l'hypnose et être réceptif. Alors, il y a plusieurs facteurs aussi. C'est que déjà, le praticien doit s'adapter à cette personne, doit la rassurer comme elle peut, doit répondre à ses questions, prendre le temps avec elle voilà, de voir où sont les blocages, où sont les résistances pour pouvoir les contourner ensemble. Et puis même la rassurer en disant, même si tu entres dans un état un peu différent, dans lequel tu peux te sentir un peu mal à l'aise, etc., à chaque instant, tu peux sortir de l'expérience, tu peux retrouver des états plus quotidiens, etc. Je pense qu'il y a ça aussi, c'est le côté, on pense beaucoup que l'hypnose est une sorte de danger, enfin peut être dangereuse ou quoi que ce soit. Et je pense pas, en fait, à partir du moment où on met ce qu'on appelle un peu des fusibles, une certaine sécurité en séance en disant voilà, je suis là pour t'accompagner. Il faut installer une certaine confiance entre le praticien et le sujet pour qu'il se sente à l'aise, qu'il se sente bien avec son état à lui, c'est son état hypnotique à lui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, dans les premières séances, peut-être qu'il ira un peu doucement parce que bah, il connaît pas, il sait pas, c'est un monde qui découvre, etc. Et petit à petit, par l'auto-hypnose, par des nouvelles séances, etc., il va apprendre à apprivoiser un peu cet état, son état hypnotique, et il entrera dans son monde différemment, par différents passages, et ça va être top. Alors, en tant que hypnothérapeute, quels mots tu peux guérir par l'hypnose?
Il y a beaucoup de choses. Après, il faut savoir quand même que certaines personnes qui viennent en séance, s'ils ont des pathologies qui sont assez importantes, assez graves, nous, hypnothérapeutes, on pourra pas les recevoir et on ne pourra pas les accompagner. Une personne qui est schizophrène ou une personne qui est diagnostiquée, je sais pas, pervers narcissique ou des choses comme ça, c'est des pathologies qui doivent être accompagnées par des structures qui sont quand même un peu plus poussées, un peu plus. En revanche, effectivement, ça peut être intéressant de coupler l'hypnose avec autre chose, avec une thérapie plus classique, etc. Mais il peut y avoir des personnes qui peuvent venir avec juste des problèmes plus simples, entre guillemets. J'ai pas envie de dire ça, parce qu'il y a quand même des sujets qui sont quand même assez costauds, mais où on sait que par juste l'hypnose, on peut s'en sortir. Et juste en connaissant ça, par exemple des addictions, le tabac, le cannabis, toutes ces choses-là, des dépendances même au jeu, des dépendances à tout ça, ça peut se travailler en hypnose. Tout ce qui est troubles alimentaires, des compulsions, etc. Tout ce qui est la gestion des émotions, comme par exemple on a vécu quelque chose de fort, comme un deuil, vivre une étape de vie, etc. différente, la gestion des émotions, l'exploration de tout ça, ça se fait beaucoup en séance. Tout ce qui est par exemple lié à des mini-traumas, à des blocages, à des blessures, c'est des choses aussi qu'on peut travailler avec ça. Et puis aussi, pas uniquement des sujets qui sont pas, enfin, qui sont négatifs entre guillemets à première vue. On peut aussi travailler sur améliorer une compétence, renforcer un calme intérieur, renforcer sa concentration et par exemple pour le sport, renforcer ses capacités, ses performances, etc. Et ça par l'hypnose, ça marche super bien aussi. Quelqu'un qui, par exemple, a envie d'arrêter le tabac, euh, une séance chez un hypnothérapeute pour arrêter le tabac, ça se passe comment? Alors moi déjà j'ai un principe, c'est de dire que une personne a un rapport à la cigarette, chaque personne a un rapport à la cigarette très différent. Si vous avez par exemple en séance une personne de, j'en sais rien, une soixantaine d'années qui a fumé pendant 40 ans et qui considère que la cigarette est sa seule amie, sa seule béquille, son seul soutien dans la vie, vous n'allez pas du tout aborder le sujet de la même manière qu'une personne qui a une vingtaine d'années, qui fume depuis 4-5 ans pour à la base impressionner ses copains et qui a envie d'arrêter parce qu'il en a un peu marre. Donc je pense qu'en fait, au-delà de juste analyser le rapport qu'on a avec la cigarette, c'est de voir un peu ce qu'il y a derrière, au niveau de son environnement, au niveau de ses croyances par rapport à ça, au niveau de tout ça. Et le protocole qui sera abordé à ce moment-là sera très différent en fonction ouais, du rapport entre la personne et son addiction, entre guillemets. Donc je ne saurais pas trop répondre à cette question. C'est vraiment du sur-mesure. Ça dépend vraiment des gens qui vont venir me voir. Mais il y a plein de protocoles qui sont parfaitement adaptés à l'arrêt de la cigarette. Ça peut se faire en une séance, comme en deux, trois. Voilà. Ça dépend aussi du niveau de motivation, on va dire. Est-ce que l'hypnose peut être dangereuse pour certaines personnes? Parce qu'on a tendance, je crois, à dire que l'hypnothérapie s'apparente un peu à l'hypnose de spectacle, avec Mesmer et tous ces trucs-là. Et j'ai entendu là récemment qu'il y avait eu un accident sur un des spectacles de Mesmer. Donc on peut imaginer effectivement que, alors je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais que ça s'apparente à de la manipulation, à quelque chose d'assez inconfortable. Je pense que quand on est en thérapie, surtout en thérapie, le praticien prend vraiment le temps déjà c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure, d'installer un cadre, une sécurité qui va faire que la personne se sentira complètement à l'aise avec son état hypnotique et pourra complètement en sortir et le modifier comme il voudra. Donc il n'y a pas de danger à ce niveau-là. Et après, au niveau des changements, je pense qu'il y a aussi un travail à faire avec le sujet. Si par exemple une personne vient avec un objectif précis, mais on se rend compte en échangeant avec lui que au niveau de son environnement, que les conséquences qu'il pourrait y avoir si cet objectif est atteint, les conséquences sont assez négatives. L'idée, c'est vraiment de l'identifier au début en disant attention, ça peut être assez problématique pour vous d'atteindre cet objectif. Comment vous pourriez le reformuler pour que ça soit tout aussi agréable, mais pour que ça soit adapté à votre situation. Et du coup, c'est un peu identifier le danger dès le début, entre guillemets, pour ensuite l'adapter et faire en sorte que ça le fasse mieux pour l'autre. J'ai une question un peu plus concrète parce que je pense que ça doit donner pas mal envie là en t'écoutant de tester une séance d'hypnose tout simplement. Concrètement, ça coûte combien une séance d'hypnose et est-ce que c'est remboursé ou pas du tout? Moi, ma première séance, je considère que c'est une séance un peu découverte, où je vais découvrir un peu l'autre, parce que j'estime quand même que le rapport de confiance qu'il y a entre le praticien et le client est hyper important. Et s'il n'y a pas ce rapport de confiance, on ne peut pas travailler ensemble, etc. Donc, c'est une première séance à peu près d'1 heure, mais après, je ne compte pas vraiment, qui coûte 60 euros.
Et à partir de la deuxième séance, ça coûte 75. Et c'est vrai que je peux faire par exemple des séances de 3 heures de temps en temps et le prix n'évolue pas, mais c'est ma manière de fonctionner. Je ne sais pas à combien sont les autres. Non, je ne pense pas que c'est remboursé. Pas pour l'instant. Pour l'instant, je crois qu'on a un syndicat une sorte de syndicat qui travaille pas mal, mais pour l'instant, non, c'est pas remboursé. J'aimerais bien. Ok, très clair. Et concrètement, est-ce que n'importe qui peut être hypnothérapeute, enfin peut exercer, ou il y a des contrôles quand même? Oui, bah oui, et c'est ça le problème, c'est qu'effectivement, il me semble, alors je ne sais pas si ça a évolué depuis, mais je me souviens qu'à l'époque, quand on en parlait, il suffit de regarder deux, trois vidéos sur YouTube et on peut mettre sa petite plaque à côté de chez soi pour dire qu'on est hypnothérapeute. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes alors je ne sais pas si on peut appeler ça des charlatans, mais en tout cas, enfin, c'est un peu aberrant, De l'abus. personnellement. Ouais, c'est un peu, surtout qu'on sait à quel point c'est vraiment des techniques qui sont quand même très, très poussées. Et je trouve ça dommage, en fait, qu'effectivement certaines personnes puissent un peu entacher ce monde-là. Mais ouais, malheureusement, c'est le cas. Trop bien, écoute, je pense qu'on a planté le décor. Je pense qu'on y voit déjà beaucoup plus clair sur ce qu'est l'hypnose de manière générale. Et du coup, avant de passer à l'épisode de la semaine prochaine, où on parlera vraiment de sport plus en détail, on voulait vous dire qu'on va vous mettre l'ensemble des liens de Laura, bien sûr, dans les notes de l'épisode, si vous voulez la retrouver sur Instagram ou peu importe. On mettra tous ces petits liens. Avant la semaine prochaine, Laura, est-ce que tu peux nous dire quel est l'intérêt pour l'hypnose dans le sport? Bah, oui. Alors, je ne sais pas si on a un en particulier. Moi, ce que je trouve hyper intéressant, justement, d'intégrer justement l'hypnose dans le sport, c'est qu'on sait que l'hypnose, elle s'est vraiment fait une place un peu dans ce monde-là pour l'accompagnement des sportifs, même de tout niveau. C'est pas forcément des athlètes de haut niveau. Au-delà, je crois, d'un entraînement physique qui reste indispensable, on sait à quel point le mental a une puissance énorme voilà, dans la perception qu'on a de soi, à la fois dans la réalisation pure d'un objectif à atteindre, mais également dans le fait de garder une endurance, une motivation, voire même un besoin de toujours se surpasser, d'aller plus loin, etc. Donc pour moi, l'intérêt, il se travaille même à plusieurs niveaux. C'est au niveau de la préparation mentale, au niveau de l'aide à la récupération, au niveau de la gestion des émotions, encore une fois, au niveau de la performance. Pour moi, l'hypnose, c'est un outil hyper complet, un peu mis au service du sportif, qui peut l'aider à franchir des obstacles, à améliorer ses performances et à atteindre les objectifs qu'il a besoin d'atteindre, en quelque sorte. Génial, et ben on a hâte d'être à la semaine prochaine pour connaître un petit peu plus les impacts de l'hypnose sur nos pratiques sportives de tous les jours. Parce que c'est pas seulement pour les sportifs de haut niveau, mais c'est aussi pour nous qui pratiquons notre sport à la maison ou en salle de sport. On va remercier chaleureusement Laura d'avoir été avec nous pour ce premier épisode. Merci Laura. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour un deuxième épisode sur l'hypnose et le sport. Et voilà, l'épisode est terminé. On espère que tu es en train de dégouliner. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Silence ça souhaite. Et d'ici là, on te donne rendez-vous sur notre Instagram mybibi.co.